Bienvenue sur les grandes épopées. Je m'appelle Jafar et je vais à la rencontre de femmes et d'hommes inspirants et expérimentés pour décortiquer les moments clés de périodes révolues de leur vie professionnelle. Grâce à la liberté de ton et à la prise de recul permise par ce format, chacun de vous peut repartir avec des apprentissages concrets pour nourrir sa propre épopée professionnelle. Dans cet épisode, plongez dans le parcours inspirant de Michel Télanger, sapeur-pompier professionnel au grade de colonel hors classe. Il a bâti sa carrière sur la formation continue et une capacité à saisir le plein potentiel des opportunités professionnelles de cette corporation. Il se considère comme un produit issu de la méritocratie et de l'ascenseur social interne à la fonction publique. Dans cette première partie, nous abordons notamment ses premiers pas d'officier à 22 ans et la conquête de la légitimité auprès d'équipes opérationnelles plus expérimentées, la boîte à outils du management et du commandement, respect, écoute, raisonnement tactique et prise de décision, ou encore les enjeux d'équilibre vie pro-vie perso. C'est parti pour la grande épopée de Michel. « 1983, tu as 22 ans. C'est ton premier jour en tant qu'officier de sapeur-pompier professionnel au grade de sous-lieutenant. Qui es-tu à ce moment précis ? Eh bien, je suis un jeune homme qui est heureux. Heureux d'arriver dans un milieu qui est fabuleux, qui va m'accompagner pendant 40 ans. Je suis un jeune homme qui est curieux de découvrir cet environnement que je ne connais que de manière très théorique. Je suis un jeune homme qui a une soif de savoir, soif d'apprendre, une soif de rencontrer, de comprendre. Mais à la fois, je suis aussi quelqu'un sûrement de très stressé, car il se dresse devant moi une montagne absolument qui me paraît phénoménale, tellement il y a d'inconnus pour un jeune de 22 ans qui intègre cette corporation. Et puis je pense qu'il y a aussi sûrement en moi une crainte, bien évidemment, comme pour toute personne qui commence un nouveau job, crainte peut-être de ne pas être à la hauteur, la crainte de ne pas réussir, la crainte de décevoir. Donc je pense que c'est une sorte de patchwork de tous ces sentiments qui m'animent ce jour-là. Donc ça, c'était 3 à 22 ans. Comment tu te présentes aujourd'hui ? Aujourd'hui, après 42 ans, bien évidemment, quand je regarde derrière moi, j'ai à la fois un certain sentiment de satisfaction sur un plan professionnel et personnel. Satisfaction d'avoir eu la chance d'exercer un métier formidable qui m'a permis de rencontrer des gens variés, qui m'a permis de faire face à des situations que je n'aurais jamais imaginées, qui m'a permis aussi de me découvrir, puisque face à la difficulté finalement et aux difficultés quelles qu'elles soient, c'est là où l'être que nous sommes se révèle. Donc une certaine satisfaction, oui. Après, peut-être que j'aurais pu réaliser certaines choses que je n'ai pas faites, peut-être que j'aurais pu accepter certaines orientations professionnelles que je n'ai pas acceptées lorsqu'elles se sont présentées. Il y a un peu d'autosatisfaction dans ce que je dis, mais c'est vrai que je suis assez satisfait du déroulement de carrière que j'ai eu, à tel point que lorsque j'ai quitté le service actif il y a 3 ans, le message que je passais aux personnes qui étaient avec moi à ce moment-là était celui de quelqu'un qui ne regrettait absolument rien de son déroulement de carrière et de la carrière en tant que telle, et qui était plutôt même satisfait d'avoir pu intégrer ce corps exceptionnel qu'est le corps des sapeurs-pompiers. Merci Michel pour cette présentation et bienvenue sur les grandes épopées. Merci de m'accueillir chez toi à Angers pour cet échange. Pour rappel, dans ce podcast, on va explorer des moments clés de ta carrière, des moments clés de périodes révolues. Et ce que je cherche à comprendre, c'est comment tu les as vécus à l'époque, mais aussi aujourd'hui avec ton recul, ce que tu en retiens pour toi et pour nos auditeurs. Je tenais une nouvelle fois à te remercier de témoigner à ce micro. Et c'est parti pour la grande épopée de Michel. Je te propose de replonger au commencement.
Je suis très curieux déjà de comprendre, quand j'ai face à moi un sapeur-pompier professionnel, comment est-ce que tu t'es retrouvé justement à 22 ans, sapeur-pompier professionnel, officier au grade de sous-lieutenant? Je vais essayer de le dire bien précisément parce que tous les mots ont leur importance. Mon cheminement jusqu'à ma première journée d'incorporation est le résultat, je pense, de nombreuses réflexions. C'est le résultat aussi de certaines embûches, sans doute. Résultat aussi de l'accompagnement de certaines personnes. Puisque à 18 ans, comme je le disais, j'étais intéressé par énormément de choses, mais il y avait certaines contraintes que je devais intégrer. Et donc, je pense que c'est une rencontre avec un jour un membre de ma famille qui était déjà officier de sapeur-pompier et qui me dit « Mais pourquoi tu ne deviendrais pas sapeur-pompier ?» Et donc, j'ai commencé par être sapeur-pompier volontaire pendant 2 ans. Ça m'a permis déjà d'intégrer cette corporation, de découvrir certains aspects de l'activité de sapeur-pompier volontaire, qui est vraiment une activité passionnante, que je conseille encore aujourd'hui à beaucoup de personnes, et que j'encourage d'ailleurs. Et puis, petit à petit, je me suis dit effectivement que, à la fois la diversité des situations et des interventions auxquelles nous avions à faire face, à la fois aussi cette notion de généraliste du secours, m'a plu de plus en plus. Et donc, c'est ce qui m'a amené en fait à rentrer dans une phase de formation pour devenir officier, puisque le recrutement se faisait par concours externe. Et donc, il me fallait à l'époque un niveau universitaire équivalent à Bac+2 ou Bac+3. D'accord. Donc, je me suis engagé dans une filière d'institut universitaire de technologie pour obtenir le plus rapidement possible le niveau qui me permettait de passer ces concours. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et du coup, la manière dont tu le racontes, pour bien comprendre, est-ce que c'est finalement cette formation, c'était déjà en fait intentionnel dans l'optique de devenir sapeur-pompier professionnel, ou c'était plutôt finalement, tu savais que c'était une formation universitaire, donc tu allais faire cette formation universitaire, et petit à petit, chemin faisant, en fait, les choses se sont un peu, le puzzle s'est un peu constitué. En fait, ce que j'ai perçu très rapidement comme caractéristique de cette profession, et je pense que c'est peut-être un point que l'on retrouve, un aspect que l'on retrouve dans beaucoup de carrières de la fonction publique, c'est que en commençant à un niveau qui peut paraître relativement bas dans l'échelle, il y a des possibilités d'évolution au cours d'une carrière que nous offre la structure dans laquelle nous pouvons évoluer, des possibilités qui sont extrêmement importantes. Et ça, je l'ai perçu très vite, et c'est parfaitement vrai dans le milieu des sapeurs-pompiers. Ok. C'est-à-dire que vous pouvez commencer comme sapeur-pompier professionnel de base, sans que ce soit du tout péjoratif, et progresser au fil des années en fonction des qualifications et des formations que vous suivez. Et ça, cela est exactement la même chose pour les officiers. Moi, à l'époque, j'ai effectivement commencé comme sous-lieutenant. C'est un grade qui existait, qui n'existe plus aujourd'hui. Et rapidement, c'est-à-dire que 2 ans après, j'ai pu passer un autre concours, qui était le concours externe de capitaine. Alors, c'était une véritable interrogation, puisque j'avais tout à apprendre de ce métier. Manager et commander des personnels, ce n'est pas quelque chose de inné. Il faut d'abord apprendre le métier en lui-même. Il faut apprendre après à gérer des personnels, notamment en situation opérationnelle. Donc, c'est des choses qui demandent du temps et un minimum d'expérience. Mais là aussi, je pense que j'ai été bien conseillé, soutenu aussi par mes parents. J'ai été bien conseillé par des officiers qui étaient déjà en poste et qui m'encourageaient effectivement à gravir assez rapidement certains échelons, certains niveaux, pour ensuite prendre le temps, entre guillemets, d'acquérir l'expérience nécessaire. Et c'est ce que j'ai fait, et c'est ce qui m'a été relativement, effectivement, favorable. Il y a à la fois, si j'essaie de reformuler, des éléments, on va dire exogènes, qui sont plutôt des personnes qui t'ont conseillé, t'ont éclairé sur finalement la méthode. Et en même temps, il y a un contexte favorable dans lequel tu te sentais bien en disant, OK, le plan est clair, il y a des grades, il y a des étapes, il y a des critères, tout ça est assez clair. Et peu importe d'où on part, le chemin est possible pour tout le monde dans cette corporation, si je comprends. Oui, c'est ça. Et puis, il m'a semblé quand même très rapidement dès le début que cette corporation pouvait m'apporter et me présenter des opportunités qu'il fallait que j'allais avoir à saisir. Et je pense que, je le dis pour moi, mais je pense que c'est valable pour beaucoup de personnes.
Alors les opportunités, le problème, c'est que très souvent, on se rend compte que ce sont des opportunités une fois qu'elles sont passées. Mmh. Sur le moment, on s'en rend pas toujours compte. Mais je pense que, à partir du moment où on a de l'ambition et que, des situations potentiellement favorables se présentent, je pense qu'on a intérêt effectivement à saisir, ces situations qui deviennent des opportunités pour pouvoir, évoluer. En revanche, ça ne se fait pas sans travail et là, c'est vraiment un point essentiel, c'est-à-dire que ces premières années et même je pense toutes les années qui ont suivi, Mmh. ça a nécessité, pour moi un travail, personnel absolument, très conséquent, puisque on ne peut pas, soit monter en grade ou acquérir des fonctions, supérieures sans un travail absolument, phénoménal et c'est aussi une leçon que je tire de mon déroulement de carrière, c'est qu'aucun effort, aucun investissement, personnel ou familial ou professionnel n'est vain. Tout Mmh. finit par servir, même si on s'en rend pas forcément compte. Mmh. Moi, j'ai fait des formations à certains moments où certaines personnes me disaient: «Mais pourquoi fais-tu ce type de formation?» C'est vrai que sur le moment, cela pouvait se discuter ou être discutable. Force est de constater que tôt ou tard, ces formations ou ces savoirs acquis m'ont servi. Ouais, c'est hyper intéressant cette idée parce que alors moi je connais la suite de l'histoire, mais les auditeurs vont le découvrir. En fait, ta manière de fonctionner sur justement cette posture d'apprentissage, tout au long de la vie, elle t'aura servi, de manière visible, même si évidemment il y a aussi, ce que tu as appris qui ne se voit pas et qu'on peut pas décortiquer ou on va dire, rétro-ingénierer, mais il y a vraiment des moments saillants de ta carrière qui vont être possibles du fait de cette posture-là. Et d'ailleurs, à commencer par ce concours externe dont tu viens de parler, j'aimerais bien qu'on prenne un petit moment là-dessus parce que je sais que c'est un des premiers moments clés de ta vie professionnelle. Comment en fait on prépare un concours comme ça? Comment ça s'est finalement déroulé pour toi? Les concours externes sont toujours des concours et des moments extrêmement difficiles qui demandent un investissement, en temps de préparation absolument phénoménal. Moi, ça se situait à une époque où j'étais, relativement, libre, donc j'étais pas chargé de famille, et cetera. Donc, j'avais du temps, j'avais aussi un régime de travail qui me permettait d'avoir des temps de repos que je consacrais justement, pour la révision et la préparation du concours. Donc, c'est effectivement des périodes, c'est une sorte de marathon finalement. C'est comme je pense, quand on se prépare à faire un marathon. C'est-à-dire c'est beaucoup de répétitions, beaucoup d'entraînement, beaucoup d'organisation. On n'a qu'un seul objectif, c'est réussir et atteindre et franchir la ligne d'arrivée et pour un concours, la ligne d'arrivée, c'est la réussite. Donc, je crois que c'est ça qu'il faut avoir en tête. Bien évidemment, je pense que plus on est jeune, plus c'est facile de consacrer le temps qui va bien. Après, il faut aussi partir du principe et pourquoi j'avais cette dynamique, d'une part, parce que c'était une nécessité pour réussir, c'était la porte d'entrée, donc j'avais pas le choix, Mmh. mais c'était aussi la nécessité d'acquérir des connaissances, puisque je suis toujours parti du principe que, et cette idée n'est pas de moi, que la compétence est l'alliage, si je puis dire, de la connaissance et de l'expérience. L'expérience, je ne l'avais pas, bien évidemment, puisque j'étais en début de carrière. Mmh. Donc, en revanche, il me fallait une réelle connaissance et c'est ce que j'ai essayé d'acquérir le plus rapidement possible, puisque en commençant dans une carrière dans un poste de cadre, vous ne pouvez pas rivaliser par votre expérience puisque vous ne l'avez pas. En Mmh. revanche, vous pouvez apporter à vos équipes une connaissance qui est certes plutôt théorique, mais c'est ce partage entre la connaissance théorique que vous pouvez apporter et l'expérience dont vous permettent de bénéficier vos collaborateurs qui finalement vont permettre à l'équipe de fonctionner et que chacun puisse respecter l'autre et que chacun puisse comprendre qu'on a tous quelque chose à apporter pour travailler dans la même direction. Là-dessus, ça c'est effectivement un sujet que je voulais aborder avec toi, sur la question de la légitimité. Parce qu'on a tous, à un moment donné dans sa carrière, cette question de la légitimité, d'ailleurs parfois plusieurs fois dans sa carrière, d'autant plus en début de carrière. Et donc là, ce qui se produit, c'est que du coup, toi, ta légitimité, si je comprends bien, tu l'acquiers par la partie théorique. Et donc tu arrives finalement dans un environnement où tu es dans un rôle de management, en tout cas de gestion d'équipe, si je comprends bien, et où les personnes que tu vas gérer sur des sujets opérationnels sont plus compétents que toi sur, très nettement, les opérations. Tu viens de donner des premiers éléments de réponse en disant qu'il faut déjà accepter que chacun doit être à sa place et faire preuve de cette humilité-là. Est-ce qu'il y a d'autres éléments que tu as, ou d'autres peut-être leçons que tu as retenues de ces premiers mois ou de ces premières années
où justement ce déséquilibre-là entre finalement ton pied théorique et ton pied pratique était encore un peu fort, quoi. Je pense que le sujet de la légitimité, il est essentiel et effectivement, il revient à plusieurs moments de la carrière de toute personne. Puisque dès que l'on accède à de nouvelles fonctions, la question de la légitimité se pose. Que l'on soit connu dans la structure dans laquelle on évolue ou qu'on ne soit pas connu. Pour moi, effectivement, l'un des piliers de cette légitimité, c'est la connaissance. Les connaissances fondamentales dans le domaine dans lequel nous nous présentons et dans le domaine dans lequel nous allons exercer. Les connaissances fondamentales, après, c'est les connaissances de la structure, la connaissance aussi de l'histoire de la structure, ça c'est important. Et puis après, il y a des valeurs, il y a des principes qui me paraissent essentiels. D'abord, il y a le respect de l'autre. Ce n'est pas parce que nous arrivons avec un certain savoir, avec un certain niveau d'études, que nous devons considérer, entre guillemets, bassement, les collaborateurs ou les personnes avec lesquelles nous allons devoir travailler. Pas du tout. Je pense que le respect de l'autre, quel qu'il soit, quelle que soit sa fonction, est absolument essentiel. Il y a, au travers de ce respect, l'écoute de l'autre. Ça ne veut pas dire que je vais prendre systématiquement en compte tout ce que l'on va me dire, bien évidemment, mais l'écoute de l'autre, puisque derrière l'écoute, il y a l'expression d'un savoir. Et j'ai besoin, quand je suis sur un nouveau poste, j'ai besoin de connaître le niveau de savoir et d'implication des autres. Et donc l'écoute, pour cela, me paraît une étape importante. Et puis aussi l'humilité. Et on est tous, quand on prend un nouveau job, une nouvelle fonction, on doit tous être relativement humbles, mais pour autant, il faut quand même afficher une certaine détermination, puisque ces postes de cadre, moi j'étais donc jeune officier, ce sont des postes où on est chargé de prendre en compte une douzaine de sapeurs-pompiers sur des situations qui peuvent être soit en caserne, donc des situations plutôt d'organisation fonctionnelle, mais aussi, puisque nous sommes dans des structures opérationnelles, sur des situations d'intervention où là, il faut réagir vite, prendre des décisions rapidement, valider certaines propositions qui peuvent nous être faites pour que ces propositions deviennent de véritables décisions, voire des ordres. Donc, il faut effectivement être vigilant, perspicace, et à partir du moment où on prend une décision, faire en sorte que cette décision soit suivie des faits. Je trouve que c'est intéressant d'entendre doublement sur ce sujet parce que ce que je comprends, c'est que dans la manière dont la corporation est organisée, c'est structurel. C'est-à-dire qu'il y a tout le temps des Michel qui arrivent et qui, en fait, démarrent dans des rôles de direction, de management d'équipe, avec des équipes plus expérimentées en dessous d'elles. Et en fait, finalement, c'est une situation qui n'est pas singulière, c'est vraiment une situation type. Et donc, j'ose imaginer que, en fait, la corporation, à force d'avoir cette situation type, développe aussi une sorte de connaissance et capacité à gérer cette tension, parce que cette tension, elle existe forcément. Je veux dire, on voit débarquer le jeune diplômé, qu'on le veuille ou non, on a naturellement, potentiellement, envie de le mettre à l'épreuve, justement de qualifier ce que tu viens d'aborder. Qualifier, est-ce que son humilité est une posture ou vraiment une réelle humilité? Est-ce que finalement sa capacité d'écoute est une vraie capacité d'écoute ou c'est bon, je fais semblant d'écouter puis après comme je décide? Et j'imagine que là-dessus, je sais pas d'ailleurs, est-ce qu'on t'a formé là-dessus? Est-ce que quelqu'un t'a pris sous son aile? Comment ça se passe? Alors effectivement, lorsqu'on réussit le concours d'officier de sapeur-pompier, nous avons à suivre des formations, comme dans toute corporation. Et au cours de ces formations, on nous apprend un certain nombre de règles et de principes, notamment en matière de raisonnement. C'est-à-dire qu'on nous apprend une méthode de raisonnement qui s'appelle la méthode de raisonnement tactique, qui a pour but de prendre les bonnes décisions sur un plan opérationnel en fonction d'un environnement, d'une situation, de son évolution, des situations envisageables, des moyens à disposition, des temps de mise en œuvre, etc. Donc en fait, ce sont des schémas que nous apprenons et qui nous sont appris à l'école sur des situations d'abord théoriques et ensuite pratiques. Et ça, effectivement, cet enseignement portant sur des méthodes de raisonnement tactique nous aide énormément à construire notre approche et nos décisions. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est fondamental. Après, effectivement, nous avons des formations dans le domaine des ressources humaines, dans le domaine du management,
puisque nous faisons une différence entre management et commandement, puisque quand nous sommes dans nos structures fonctionnelles, dans les casernes ou dans les états-majors, on est plus effectivement sous un modèle de management. En revanche, lorsque nous sommes en situation opérationnelle, là, nous sommes sur des systèmes très verticaux qui relèvent du commandement, avec le principe un chef, une équipe, une mission. Mais cela ne veut pas dire pour autant que nous ne devons pas prendre en compte les informations qui peuvent nous parvenir de nos collaborateurs, bien au contraire, puisque un chef ne peut pas tout voir, donc il s'appuie obligatoirement sur ce que voit ou sur ce que lui disent ses collaborateurs. Et donc c'est ce qui fait qu'effectivement dans des métiers où la réaction doit être rapide et performante, comme dans beaucoup d'autres métiers, la concertation en situation opérationnelle avec les équipes est extrêmement importante. Ce point-là, il est super central. C'est un sujet que j'ai eu la chance d'aborder déjà avec quelques personnes à ce micro. D'ailleurs, qui sont pas forcément issus du monde soit des sapeurs-pompiers, soit du monde militaire, qui sont parfois issus du monde de l'entreprise, et qui justement accordent beaucoup de crédit à cette posture, dans la capacité à prendre des décisions et surtout à ensuite être efficace dans, on va dire, la partie opérationnelle, on va dire, de la décision. Ça peut arriver parfois qu'on se dise justement qu'on tombe dans le côté de toute façon en fait le décideur il décide et puis finalement il écoute peu. J'aime beaucoup cette idée de se dire finalement tu n'as pas des yeux partout et donc tu dois aussi développer cette capacité de tes équipes à te dire les choses comme ils les voient et après derrière à le faire dans la durée. Donc j'imagine qu'il y a un sujet de confiance aussi parce que pour que ces personnes-là se disent ben voilà je travaille avec Michel, je vais lui dire parce que je sais que si je lui dis il va prendre en compte, ça se fait pas du jour au lendemain. Je veux dire à quel point justement tu as cultivé ça, ce travail de construire la confiance, de montrer peut-être aussi je sais pas, la manière dont une information a été décisive dans une prise de décision. Enfin, je sais pas, est-ce que c'est des choses que tu as été amené à faire? Nos métiers nous amènent à exercer ou à faire face à des situations qui sont extrêmement complexes et diversifiées. Nous sommes des généralistes qui s'appuyons sur des équipes qui peuvent être tout à fait spécialisées dans certains domaines et qui ont donc un niveau d'expertise qui est bien supérieur au nôtre. Et donc, de fait, nous devons nous appuyer sur les éléments que nous rapportent, d'analyse ou d'observation, que nous rapportent nos équipes et nos référents pour pouvoir prendre des décisions. Et ça, c'est absolument indispensable. En tant que cadre, on peut être effectivement spécialiste dans certains domaines, en chimie, en radioactivité, en sauvetage des blêments, c'est-à-dire les situations qui font face à des effondrements, ou en plongée subaquatique, mais on ne peut pas être expert en tout. Et donc, d'où la nécessité de s'entourer effectivement des experts qui vont bien, des conseillers techniques, c'est comme ça qu'on les appelle, et de prendre en compte leurs suggestions, leurs idées, de demander, par exemple, leurs idées de manœuvre, c'est-à-dire quelle pourrait être la solution pour atteindre tel objectif, et à partir de là, c'est au chef, au commandant des opérations de secours, de prendre la décision qui va bien en fonction des objectifs qui auront été tracés, de l'évolution des situations envisageables, et puis en fonction également des priorités qui auront pu être sur des grosses opérations dressées par et déterminées par les autorités administratives. Donc c'est un ensemble c'est une approche systémique, quasiment, et donc c'est un ensemble de situations qui doivent être prises en compte et qui nécessitent d'avoir en permanence une vision globale tout en s'appuyant sur l'expertise de collaborateurs. Et humainement, pour bien comprendre, est-ce que c'est des équipes dans lesquelles tu as été sur du temps long ou est-ce que tu as, au début de carrière, amené à changer assez régulièrement d'équipe ou de personnes autour de toi sur ces situations-là? Chaque officier, au cours de sa carrière, détermine, soit en fonction de ses propres souhaits, soit en fonction des besoins, un certain nombre ou exprime un certain nombre de formations qu'il souhaite suivre. D'accord. Ces formations sont organisées sur plusieurs niveaux, mais comme je le disais, on ne peut pas être spécialiste en tout. Ce serait une utopie totale, puisque derrière une spécialité, il faut aussi ensuite suivre une formation continue pour maintenir ses connaissances, voire les faire évoluer. On est dans un monde quand même où les risques évoluent très très vite. Donc il faut avoir la capacité de répondre et de faire face à cette évolution des risques. Et donc, ce qu'il faut, c'est que de toute façon, à partir du moment où on a une
une méthode de raisonnement qui est partagée avec ses collaborateurs. Les collaborateurs savent ce que vous attendez comme élément, ou sont censés le savoir en tout cas, et c'est ce qui nous aide à prendre les bonnes décisions en fonction des objectifs et des priorités que l'on s'est fixés. Il y a un exemple qui est flagrant, extrêmement intéressant, et que les médias ont rapporté lorsqu'il y a eu l'incendie de Notre-Dame de Paris, à un moment donné où le feu se propage et menace les deux beffrois. Vous avez le général de la brigade, qui est le commandant des opérations de secours, qui s'entretient avec ses équipes. Et c'est effectivement en fonction de ce que ses équipes lui disent, en fonction de ce que ses sapeurs-pompiers ont vu, eh bien qu'il prend sa décision effectivement d'engager des équipes dans les clochers pour pouvoir circonscrire le feu. Mais il s'appuie effectivement, et c'est très clair, sur ce que lui disent ses équipes, puisque de lui-même, il n'a pas pu aller se déplacer dans ces endroits-là précisément. Et donc, ce qu'il fait, c'est ce que sont amenés à faire tous les commandants d'opérations de secours. C'est-à-dire, on s'appuie sur ce que nous disent nos équipes, sur ce que l'ont vu nos équipes, et puis évidemment sur notre antériorité, notre expérience, pour prendre les bonnes décisions très, très rapidement, en fonction, là encore, des objectifs, préservation d'un édifice comme c'était le cas de Notre-Dame de Paris, ou des objectifs qui sont le sauvetage évidemment de personnes lorsqu'il y a des vies en jeu, c'est la priorité absolue. Donc voilà en fait les différents éléments qui interfèrent sur une décision. Ouais, je te posais cette question pour une raison simple en fait, c'est que je me dis toujours, en tout cas dans le monde de l'entreprise où il y a peut-être un peu moins ce niveau de risque, on va dire, qui est quand même d'une autre nature. Le sujet de la confiance, en fait, il y a un temps quand même qui est non compressible. En fait, on peut pas donner sa confiance a priori. Parfois, il faut quelques mois, quelques années pour en fait constituer finalement une sorte d'équipe avec une confiance qui permet en fait justement de traiter parfois des situations de plus en plus complexes. Et ce que je trouve un peu fascinant dans ce que toi tu vis, c'est que finalement, vous arrivez avec votre méthodologie de sapeur-pompier professionnel à arriver à ce niveau de confiance dans une équipe en réduisant finalement le temps nécessaire pour pouvoir l'atteindre, quoi. Et je sais pas dans quelle mesure est-ce que c'est le système qui permet en fait la prise de décision, mais la confiance finalement se fait au fur et à mesure. C'est pour ça que je te posais la question de est-ce que tu as changé régulièrement d'équipe ou est-ce que tu as été dans le temps long finalement avec les mêmes hommes. Le mode d'organisation et de fonctionnement des services d'incendie et de secours, et donc des sapeurs-pompiers en règle générale, nous amène à changer d'équipe très, très régulièrement. Voilà, c'est ça. Donc en fait, c'est pour cela que les méthodes s'adaptent, qu'on nous enseigne, s'adaptent à bon nombre de situations. Sachant que ce qui nous anime, de toute façon, en tant que responsable, mais c'est valable aussi, je pense, dans le secteur privé, c'est toujours cette balance bénéfice-risque. Parce que, certes, on peut avoir pour objectif de sauver un bâtiment, mais ça reste qu'un bien, quel qu'il soit, même s'il s'agit de Notre-Dame de Paris. Je veux dire, derrière ça, il y a aussi des personnels qui interviennent, qui risquent leur vie. Je veux dire, intervenir à 40 mètres de hauteur présente des risques absolument très importants. Intervenir pour un feu de maison d'habitation ou d'immeuble d'habitation dans une ambiance complètement enfumée où vous ne voyez pas à 50 cm ce qu'il y a autour de vous, avec une chaleur extrêmement importante, présente des risques pour les intervenants qui sont extrêmement importants. Donc là aussi, il faut aussi, et c'est ce qui anime toujours le commandant des opérations de secours, c'est d'avoir en tête cet équilibre bénéfice-risque pour que l'objectif soit atteignable. Alors évidemment, s'il y a des vies en jeu, bien évidemment, les risques pris peuvent être et sont souvent, comment dirais-je, adaptés. Mais là aussi, il faut, lorsque il s'agit de sauver des biens ou l'environnement, c'est le cas aussi pour les feux de forêt. Je veux dire, les feux de forêt, c'est toujours aussi une préoccupation très très forte d'assurer la sécurité des personnels. Est-ce que des hectares de forêt valent la vie d'un sapeur-pompier ? Personnellement, je ne me suis vraiment jamais posé la question, mais je pense que toi, tu te l'es posé bien sûr. Un nombre incalculable de fois. Voilà. J'ai une expérience de feux de forêt dans le midi de la France, il y a évidemment quelques années, qui étaient des feux extrêmement importants comme ceux qu'on a pu connaître
en 2025 en France. Effectivement, la préoccupation était certes d'atteindre nos objectifs en matière d'extinction incendie, mais notre préoccupation était aussi de ramener tout le monde à la maison parce qu'on était dans des situations qui étaient extrêmement, un risque extrêmement élevé. Donc, c'est toujours une recherche d'équilibre. Atteindre son objectif opérationnel, oui, bien sûr, mais lorsqu'il s'agit de sauver uniquement, entre guillemets, des biens, il faut aussi savoir préserver la vie de ses personnels qui est absolument essentielle. Quand il s'agit de sauver des vies humaines, là, l'approche est effectivement différente. Je comprends la démarche théorique, extrêmement claire. Je fais le pari que chaque personne est différente et que, au rapport de cette approche théorique, il y a l'homme derrière. Toi, sur ce sujet-là, comment est-ce que tu as évolué ou ça a été quoi ta relation à ce rapport au risque, peut-être au début de ta carrière et peut-être comment est-ce qu'il a évolué? En fait, je pense qu'en tant que sapeur-pompier, je dirais pas qu'on pense pas toujours au risque, mais le risque fait partie de notre environnement. Donc, si on n'appréhende pas le risque comme faisant partie de notre quotidien, on ne fait pas ce métier. En revanche, c'est toujours une question de niveau de risque. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Moi, j'ai vu des accidents gravissimes impactant des sapeurs-pompiers dans des situations qui ne présentaient pas de risque particulier. Et justement, peut-être parce que potentiellement le risque lié à la situation n'était pas défini de manière particulière, peut-être que certaines précautions ont été soit pas suffisamment prises, ou peut-être que la situation a été un peu banalisée, et ce qui fait, mais c'est des problèmes qu'on rencontre dans l'industrie aussi, et c'est ce qui fait que ça a entraîné, peut être à l'origine d'un accident. Donc, il faut vraiment être très très vigilant. Le sapeur-pompier ne recule pas devant le risque. Il est formé pour ça. En revanche, il apprécie le niveau de risque pour que la méthode d'engagement corresponde effectivement aux enjeux qui sont essentiels, dont l'appréciation est absolument essentielle. Donc si j'essaie de comprendre là, en lisant un peu entre les lignes, sur toi, ta manière de vivre le risque en tant que sapeur-pompier professionnel, un des apprentissages que tu as eu, c'est que parfois, là où ça se produit, on va dire, c'est quand le risque n'est pas identifié, et c'est parfois parce qu'on est tellement compétent ou tellement sûr de soi que finalement une situation qui peut paraître banale, c'est là où ça se produit. Il y a un risque énorme à banaliser le risque. C'est-à-dire que moi j'ai vu bon nombre d'accidents survenir chez les sapeurs-pompiers dans des situations, comme je le disais tout à l'heure, qui étaient en matière de risque peu élevés, et donc qui faisaient partie des risques gérés quotidiennement, donc des risques presque banalisés, D'accord. Et qui pour autant pouvaient être à l'origine d'accidents. Parce que effectivement, peut-être que dans ces cas-là, on est moins attentif, parce que ça fait partie de la routine, parce que on est des sachants et on sait faire face, donc on est moins précautionneux. Mais c'est ce qui se passe dans la vie de chacun, dans la vie de tous les jours. Oui, bien sûr. Quand on voit les accidents de la circulation dont la plupart se déroulent dans un périmètre très proche du domicile des personnes, ces accidents interviennent sur des itinéraires que les conducteurs connaissent parfaitement bien et ils sont moins vigilants. Et quand la vigilance baisse, eh bien, c'est là que arrivent les accidents et parfois très graves. Donc cette notion de vigilance, elle est associée au niveau de risque et elle est essentielle. Et c'est pour ça aussi que les sapeurs-pompiers interviennent en équipe. Un sapeur-pompier n'intervient jamais seul. Ils sont toujours au minimum par deux. Et ça, c'est absolument un mode de fonctionnement qui est essentiel. Oui, donc ça réduit effectivement potentiellement même s'il pourrait y avoir aussi un effet d'entraînement, mais en tout cas ça réduit le risque d'avoir deux personnes qui... Au minimum deux personnes. Au minimum deux personnes. Et parfois beaucoup plus. Et si on revient... donc là, on a fait une discussion autour du risque parce que je pense que c'est assez central dans une carrière de sapeur-pompier professionnel et on peut y voir beaucoup d'analogies par rapport au monde de l'entreprise. Si on revient, donc on a parlé de ton concours externe que tu réussis. On a parlé de management et de commandement. J'aimerais bien aussi t'entendre sur comment est-ce que tu gères cette dynamique dans laquelle tu as été, parce qu'en fait, tu as passé beaucoup de concours ensuite. Finalement, tu les as passés dans un temps assez restreint. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer comment ça s'est produit, les différents concours, comment ça s'est passé? Parce que j'ai pas l'impression que ce soit forcément très standard. Ce que je peux dire, c'est que je suis un produit, si je puis dire, issu de la méritocratie. C'est-à-dire que moi, je suis issu d'une famille ou peut-être d'une génération où, de toute façon, sans le travail, on ne pouvait rien obtenir. Donc,
En résumé, le message était très clair. Tu veux gravir des échelons, tu veux évoluer, tu veux atteindre ou acquérir des fonctions ou des postes à responsabilité. T'as qu'une seule solution, c'est de te mettre au travail. Voilà. Tu travailles pas le résultat. Donc ça, c'est vraiment un principe de base qui m'a animé. Après, ce qui a évidemment favorisé aussi peut-être mon déroulement de carrière, c'est l'avantage de la fonction publique et de certains avantages aussi offerts par notamment des grosses entreprises. C'est qu'il y a un système d'ascenseur social en fait interne finalement à la structure, et c'est le propre aussi de la fonction publique. Et moi j'en suis, j'allais dire, une sorte de produit. C'est-à-dire que vous commencez à la base et à force de travail, de formation, d'expérience, peut-être de rencontres aussi, et bien petit à petit vous réussissez à gravir les échelons, à réussir les concours. Il faut avoir de l'ambition, c'est évident. Il faut aussi peut-être ne pas avoir peur de l'échec. Je pense que c'est ce qui freine parfois beaucoup de personnes. Mmh. Oui, mais si je passe ce concours-là et si je réussis pas, on va considérer que je suis pas bon, que je suis un faible, que je suis inférieur à un tel qui lui a réussi la première fois, alors que moi, peut-être falloir que je passe le concours 2 ou 3 fois. Ça Et t'est arrivé, toi, justement, d'y aller et en fait, c'est pas passé? alors c'est rarement arrivé. J'ai eu cette chance là. J'ai souvenir. Alors, en termes de concours, je les ai réussi à chaque fois que je les ai passés. D'accord. Premier coup, j'ai le souvenir d'une seule qualification que je n'avais pas réussi. Premier coup, j'ai repassé après et je me suis rendu compte que que ça avait été une nécessité effectivement. Finalement, même si j'étais évidemment très en colère quand je n'avais pas réussi la première fois, mais j'ai apprécié après finalement d'avoir dû investir beaucoup plus dans cette formation pour la réussir. Donc, je pense aussi que ça, c'est un élément important. Souvent, dans le cadre professionnel, on a très peur de s'engager sur certaines voies parce qu'on a très peur de l'échec. Oui, mais que vont dire mes collaborateurs? Que vont penser mes chefs? Ils vont trouver que je suis pas à la hauteur. Ils ont eu espoir en moi et j'ai pas, je les ai déçus. Oui, bah, peut-être qu'il va y avoir une déception à un moment donné, puisque quand on a un collaborateur qui échoue suite à une formation, c'est toujours regrettable parce que c'est du temps consacré, c'est parfois souvent d'ailleurs de l'argent, des crédits accordés à cette formation. Maintenant, ces formations, elles sont jamais perdues, quoi. Donc, et puis ça fait partie de la vie de chacun, et quand on regarde bien le déroulement de vie ou de carrière des uns et des autres, rares sont ceux qui ont tout réussi du premier coup. Donc, à un moment donné, il faut revenir à des situations et à une gestion de la réalité. Mais ce ne doit pas freiner l'ardeur et cette nécessité de faire en sorte que tous nos personnels, et moi c'est vraiment ce qui m'animait aussi, de faciliter la formation des personnels, puisque en fait c'est une espèce de montée en puissance collective, c'est-à-dire quand les uns et les autres, quels qu'ils soient, acquièrent de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences, eh bien c'est l'ensemble de l'équipe qui progresse. Et ça c'est absolument essentiel. En plus on est dans une société qui évolue extrêmement vite, et ce sont pas les auditeurs qui vont me dire le contraire. Et donc cette société impose que l'on acquiert des compétences et des connaissances complémentaires quasiment tout au long de notre carrière, ou autrement, si on n'avance pas, on recule, quoi, hein. C'est très simpliste de dire ça, mais ça se traduit tous les jours et ça se révèle tous les jours dans notre société. Quand on voit aujourd'hui l'arrivée de l'intelligence artificielle déjà depuis quelques années, si on ne prend pas le train en marche, je veux dire, on reste sur le quai de la gare et on est face à des difficultés après très rapidement. Donc, je pense que c'est pour ça que je considère, pour moi en tout cas, la vie a été une succession, ma vie professionnelle en tout cas, a été une succession d'apprentissages. À 50 ans, alors ça va surprendre sans doute certains dirigeants ou certaines personnes, mais à 50 ans, j'ai passé un master spécialisé. Certains vont dire « Ah, t'es vieux pour faire ça ». Bah, peut-être, mais il me restait encore plus de 10 ans à faire et ça m'a été extrêmement profitable. Donc je pense qu'il faut vraiment intégrer dans nos sociétés ces besoins de formation permanente, même si effectivement ça coûte. Ça coûte en temps, ça coûte en argent, mais on n'a pas le choix. Ça coûte aussi parfois en déplacement. Je sais que dans ton cas, tu as du coup dû être loin de ta famille à ces moments-là. Donc, en tout cas, c'est un réel investissement au sens primaire du terme. On met quelque chose sur la table et on en récupère éventuellement quelque chose. Tu as beaucoup travaillé, tu as eu la chance de réussir ces concours de manière successive. Mais du coup, qui dit réussir tous ces passages de jalons assez rapidement, dit finalement arriver à des rôles de responsabilité, ou en tout cas assez haut gradé, assez jeune finalement dans la corporation, ce qui a été ton cas. Comment est-ce que tu fais pour maintenir ce lien
avec les équipes qui sont les équipes de terrain. Je sais en préparant cet entretien que tu m'as expliqué que c'était vraiment fondamental de ne pas perdre de vue cette connexion avec le terrain. Comment tu t'en es sorti? Plus on gravit rapidement des échelons, des fonctions, plus il faut être attentif effectivement à ce que le socle sur lequel on s'appuie ne soit pas fragilisé à un moment donné. Le risque autrement, c'est effectivement d'être sur des fonctions qui soient en décalage avec nos capacités. Ce qui m'a toujours animé aussi, en arrivant sur des nouvelles fonctions ou des nouveaux postes, c'est vraiment de connaître à la fois le milieu dans lequel j'arrivais, connaître le plus rapidement possible, connaître l'histoire du milieu, important aussi. Ça évite parfois, ça permet plutôt d'identifier les personnes qui sont très fiables des autres. C'est aussi d'essayer d'établir un lien, une relation de confiance, certes, mais aussi qui s'appuie sur le respect de l'autre. Et moi, j'ai toujours considéré, quelle que soit la fonction des personnes avec lesquelles j'étais amené à travailler, d'abord que toute personne est respectable, quelle que soit son histoire, quelle que soit sa fonction, et que de toute façon, les personnes ont toujours des choses à nous apprendre. Et donc, s'intéresser à ce que fait l'autre, s'intéresser aux difficultés qu'il a, ça ne veut pas dire que vous allez lui régler tous ses problèmes, mais au moins, vous partagez à un moment donné les difficultés que peut avoir la personne. Et ça montre aussi que vous êtes à l'écoute. Vos collaborateurs sont conscients, vous ne pouvez pas tout régler, surtout dans le monde actuel, bien évidemment. Mais au moins, ils ont pu partager avec le nouveau chef, à un moment donné, les difficultés qu'ils ont, les appréhensions qu'ils ont, le matériel qui est défaillant, la technique qui n'est pas adaptée, le processus qui est dépassé ou qui leur paraît pas suffisamment performant, etc. Ça veut dire que en faisant cela, assez rapidement, il y a un climat qui s'établit. Toujours aussi, ce qui me paraissait important, notamment quand on change d'équipe, ou pas d'ailleurs, c'est le bonjour du matin. C'est des règles de base, enseignées dans toutes les écoles de management. Mais un bonjour qui soit, si c'est une poignée de main, on en fait moins aujourd'hui depuis le Covid, mais en tout cas un bonjour qui soit sincère. Et non pas, comme j'ai vu moi parfois, certaines personnes dire des bonjours qui refroidissent l'équipe pour le reste de la journée. Donc non, voilà, s'intéresser réellement à la personne, et ça aide en fait à se faire accepter. Et puis quand parfois il y a des situations plus difficiles, puisqu'il y en a, il y a toujours, eh bien essayer quand même d'établir un certain dialogue. Et puis lorsque ce dialogue plus difficile, eh bien de toute façon vous avez une fonction, il faut l'assumer. Donc ça passe effectivement parfois par des moments, soit un peu de solitude, mais là aussi c'est en s'appuyant sur le cadre, sur la structure de l'entreprise ou de l'établissement dans lequel vous êtes, ça vous aide aussi parfois à vous positionner et à faire en sorte que les autres personnes vous respectent. Le respect doit être réciproque, c'est toujours ce que j'ai dit, même lorsque il s'agissait de réunions difficiles, parfois avec des responsables syndicaux, des délégués syndicaux. Eh bien, j'ai toujours considéré qu'on pouvait s'exprimer, que tout le monde pouvait s'exprimer, même si les idées étaient différentes, même si on partageait pas les mêmes idées, à partir du moment où on se respectait, notamment dans l'expression verbale, eh bien, on pouvait espérer avancer ensemble à un moment donné. Il y a un autre élément qui est associé à ce début de carrière qui est, selon moi, encore une fois, peut-être que tu peux me reprendre, assez rapide en termes de prise de responsabilité. Donc on est en 1990, tu as 29 ans si mes souvenirs sont bons, et tu es commandant à ce moment-là. Et ce qui m'a beaucoup étonné aussi, c'est que sur le papier, donc tout se passe bien. En fait, tu as eu plusieurs rôles dans des secteurs fonctionnels différents, tu as réussi les concours, donc tout se passe bien. Et là, tu m'avais parlé de 92, donc 2 ans après, où là, tu as vraiment une phase de questionnement assez fort. J'ai envie de t'entendre là-dessus parce que souvent, on imagine que quand tout se passe bien, ça roule et puis voilà, on avance et puis voilà. Néanmoins, il peut y avoir quand même des périodes de doute, même dans une carrière qui, sur le papier, roule parfaitement. Je me souviens très bien de cette période. Donc, j'ai une trentaine d'années à ce moment-là. J'ai 9-10 ans de carrière déjà derrière moi. J'ai l'impression d'avoir touché, comme on dit familièrement, à beaucoup de domaines. J'ai l'impression, dans certains domaines, justement, d'avoir fait un peu le tour de la question. Il y a des projets qui sont conduits au niveau de la profession en matière d'évolution, mais un certain nombre de décisions traînent depuis, ou se font attendre en tout cas depuis quelques années. Et je me pose des questions. Oui, je me pose des questions effectivement sur l'avenir, mais ce qui est pas surprenant, puisque j'étais dans une dynamique très forte. Et là, tout d'un coup, bien heureusement et bien normalement, je veux dire, on ne peut pas
gravir chaque année un échelon supplémentaire, si je puis dire, ou aller dans une fonction nouvelle. Et donc, je me pose des questions et je commence à regarder effectivement s'il n'y a pas d'autres ou des opportunités qui pourraient se présenter, même à l'extérieur de la profession. Et je m'étais même renseigné à l'époque, effectivement, pour passer d'autres concours administratifs, parce que j'étais toujours dans cette lancée de concours. Et je m'étais même d'ailleurs renseigné pour le concours de l'ENA, à l'époque, l'École nationale d'administration, qui a changé de nom depuis, et parce que c'était une voie qu'aurait pu éventuellement m'intéresser, puisque j'avais eu bon nombre de contacts avec des stagiaires, notamment préfecture, et je trouvais leur mission extrêmement intéressante, et cette notion de service public que j'appréhendais depuis une dizaine d'années me correspondait complètement. C'est-à-dire que passer sa vie à servir, quel est le sens propre du service public, me correspondait, avec la préoccupation de l'autre, avec la préoccupation orientée vers la collectivité, etc. Voilà. Donc effectivement, c'est une période où je me suis posé beaucoup de questions. J'ai pas franchi l'étape de la décision, si je puis dire, même si j'ai eu en main à l'époque tout le dossier d'inscription pour passer le concours. Mais aussi peut-être parce que la profession, comment dirais-je, a commencé à évoluer à cette époque-là d'une manière très significative. C'est ce qui a nécessité de faire des choix, et les objectifs qui nous étaient assignés à l'époque étaient très intéressants, puisque les corps de sapeurs-pompiers allaient passer d'une époque communale à une organisation départementale, ce qui est toujours le cas aujourd'hui. Et donc ça, c'était un challenge national extrêmement intéressant et important qui nous a mobilisés pendant plusieurs années. Et donc voilà, c'est ce qui fait que j'ai préféré finalement rester dans mon activité professionnelle d'origine, plutôt que d'aller vers d'autres horizons. Mais c'est un questionnement, je pense, que j'ai eu à plusieurs autres reprises de ma carrière. Ai-je bien fait de faire ce que j'ai fait? Comme je le disais tout à l'heure, je suis plutôt satisfait de ce que j'ai fait. Après, est-ce que j'aurais pu faire autrement? Oui, sans doute, mais comme chacun d'entre nous. Ce point-là me paraît assez clé, parce que comme tu le dis, ça vient quand même la première fois dans ta carrière, un moment où finalement ta motivation c'était de prendre encore plus d'envergure. Et du coup, je pense que ça arrive à plein de gens, en fait. Ce moment où le coup d'après est pas très clair, et du coup on se dit, bah du coup, c'est quoi la suite? Et parfois il y a des organisations qui d'ailleurs ont du mal à être, en tout cas à entendre ça, et et à essayer de saisir ces moments-là. On parle dans mon entreprise de talent. Le fait que ça se produise aussi dans ta carrière, je trouvais assez inspirant. Et finalement, on voit bien que c'est un facteur qui dépend pas de toi, qui finalement te fait rester, et qui est quand même structurant, parce que c'est un changement organisationnel, c'est un changement de gens, du coup, j'imagine. Enfin, voilà, donc ça te remet dans une dynamique. Donc là, c'est la fameuse loi de départementalisation, c'est de ça dont il a été question. Est-ce qu'on peut faire un petit zoom sur ce moment-là, quand tu dis que du coup ça t'occupe et ça te remet dans une bonne dynamique? Quelle est ta responsabilité à ce moment-là? Alors à l'époque, je suis responsable d'un service opération, donc c'est-à-dire plutôt tout ce qui tourne autour de l'activité opérationnelle. Ce qui est caractéristique de ces époques-là, ou de cette époque-là, c'est que au-delà du travail quotidien et de la gestion quotidienne et des interventions qu'il y a à effectuer, il y a effectivement ce travail très spécifique de préparation d'un schéma directeur qui va être nécessaire pour l'évolution des structures, avec des enjeux politiques, puisqu'il s'agit, comme je le disais, de passer d'une gestion communale à une gestion départementale, avec des enjeux en matière de ressources humaines, avec l'analyse des besoins, en révisant l'organisation de la structure, etc. Donc ça demande un investissement et un travail en équipe, c'est une vraie démarche projet, absolument considérable, et ce qui fait que dans ces années-là, ça a duré plusieurs années, le temps de travail, le temps consacré en tout cas, à l'activité professionnelle est absolument phénoménal. C'est-à-dire, c'est des réunions le soir, puisque là aussi j'ai des fonctions qui concernent l'encadrement de certains sapeurs-pompiers volontaires. C'est des réunions soit le soir, soit le week-end. Donc c'est effectivement une emprise de la vie professionnelle sur la vie privée qui devient, avec du recul, peut-être même excessive. Aujourd'hui, je pense que les jeunes cadres, enfin beaucoup de jeunes cadres aujourd'hui, sont plus du tout dans cette dynamique-là. Et ce qui peut se comprendre. Avec du recul, je me dis effectivement que peut-être qu'à cette époque-là, le temps consacré pouvait paraître, aujourd'hui ça paraîtrait excessif. Pouvions-nous faire autrement?
Je ne pense pas. Enfin, à l'époque, en tout cas, il nous paraissait pas possible de faire autrement. Mais c'est vrai que là, on touche à ce moment-là du doigt un aspect qui est extrêmement important. C'est le problème comment dirais-je, de l'adéquation entre l'évolution de carrière et la vie familiale et personnelle. Mmh. C'est-à-dire, à une époque où les taux de divorce n'ont pas cessé d'augmenter au fil des années, où il est tout à fait normal et cohérent que les 2 conjoints aient un déroulement de carrière qui soit, Celui qui comment souhaite, en dirais-je? tout cas. Voilà, celui qui souhaite. Eh bien, ça donne lieu à des équations qui sont quand même difficiles à résoudre. Mmh. C'est sûr que familialement, on peut être confronté à des situations qui sont difficiles. Moi, j'avoue, je rends complètement hommage à ma femme qui, effectivement, s'est consacrée énormément à l'éducation de nos enfants et a maintenu une activité professionnelle, mais probablement qu'elle aurait peut-être pu être différente si j'avais été plus disponible. Ça, c'est indéniable. C'est un équilibre à trouver, mais qui affecte, je dirais, bon nombre de personnes, quels que soient les milieux dans la vie professionnelle. Je ne sais pas s'il y a une solution, ce sont des équations difficiles à résoudre. Ça, c'est un sujet effectivement clé. Je trouve qu'il est d'autant plus intéressant à comprendre dans des métiers comme le tien parce que, d'une certaine manière, je veux dire, tu reçois un appel pour une intervention pour sauver des vies. On se pose pas de questions. En fait, on se lève et on va bosser, quoi. Je prends cet exemple-là à dessein, mais je me demande comment est-ce qu'on gère ça parce que bon, il y a des moments où en fait enfin, je veux dire, la réponse est assez basique, mais il y a des moments effectivement où c'est bon, la restructuration d'un service où il y a une réunion le soir et là pour le coup c'est peut-être plus difficile d'avoir un argumentaire. Toi qui as connu les deux, du coup, comment t'as géré ça et comment t'avais vécu ça à l'époque en tout cas? C'est un peu, je pense, comme dans les familles de militaires. Il faut effectivement que sur le plan familial, il y ait une forme d'acceptation du mode de fonctionnement du conjoint ou de l'aspect professionnel du conjoint, en tout cas. Moi, il m'est arrivé de revenir avec ma famille de vacances, de trouver, puisqu'à l'époque, le téléphone portable était moins utilisé qu'aujourd'hui, de trouver un post-it sur la porte de mon appartement me disant peux-tu venir à la caserne ou au bureau dès ton arrivée? Et effectivement, donc les valises n'étaient pas sorties de la voiture, les enfants étaient à peine à la maison que je repartais au bureau et parfois je revenais quasiment 3 jours ou plusieurs jours après, parce qu'il y avait une activité opérationnelle très dense et il fallait du renfort, il fallait répondre à la sollicitation. Et ça fait partie de notre ADN. Là-dessus, on se pose pas de questions. Enfin, je veux dire, on nous demande, on y va. Ouais. Moi, j'ai des souvenirs de repas de famille qui étaient prévus. Effectivement, la famille m'a pas vu, quoi, mais c'est ce qui se passe chez bon nombre aujourd'hui de sapeurs-pompiers. Alors, chez les sapeurs-pompiers professionnels, quand on est en régime de caserne, c'est un peu différent, puisqu'on est disponible pendant 12 heures ou 24 heures, suivant les endroits. Mais pour les sapeurs-pompiers volontaires, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Quand leur récepteur d'appel sélectif, le bip, comme on dit, sonne, quel que soit s'ils sont sur leur temps privé, en réunion de famille ou autre, il n'est pas rare du tout, bien évidemment, qu'ils quittent tout le monde et qu'ils reviennent 10 heures après. Donc c'est effectivement des modes de vie qui sont très particuliers. Moi, j'ai passé bon nombre de moments familiaux forts, que ce soit à Noël, que ce soit des anniversaires, des mariages, etc. Mais je ne pouvais pas y aller ou assister à ces moments familiaux parce que il y avait une exigence professionnelle. Et d'un point de vue capacité à être présent au moment où tu es présent, un peu l'impression que c'est une forme d'épée de Damoclès que tu as sur la tête, même si je pense que toi tu le vivais pas forcément comme quelque chose de négatif. Dans ton métier, on sait que ça va se produire. On sait pas quand, mais on sait que ça va se produire. Donc en gros, il y a un peu, comme tu dis avec les militaires, un élément de contexte façon préparé. On se prépare en tant que famille à vivre ça. On va dire que c'est déjà un avantage par rapport potentiellement à des métiers où on est un peu pris par ce qui se produit et en fait on n'a pas le terreau fertile ou en tout cas la préparation mentale et du coup parfois ça casse beaucoup plus fort parce que en fait on s'est juste laissé happer par son job alors que la famille elle s'attend pas à ce qu'on soit happé par le job. Là en fait on le sait au départ. Après il y a la nature de l'intensité. Je me demande dans quelle mesure en fait le fait d'être préparé permet quand même de le gérer. Et aussi, la deuxième question, c'est quand on est préparé, qu'est-ce qu'on fait de manière intentionnelle pour justement, faire qu'il y a quelques moments quand même qui sont protégés
Et deux, quand on les vit, comment est-ce que même mentalement, tu vois, dans ta tête, comment est-ce que tu arrives à couper et à être là, tout en te disant que potentiellement, dans 5 minutes, on va t'appeler et tu seras plus là. En fait, alors au début, quand on est jeune, oui, ça peut être un peu difficile à intégrer toutes ces contraintes-là. Mais après, il y a un élément essentiel, c'est qu'on aime ce qu'on fait. Et l'activité opérationnelle apporte énormément de choses. On aime ce côté qui relève à la fois de l'imprévu, je pense qu'on aime ça. Et c'est ce qui fait qu'on l'accepte. Et puis, c'est une espèce de découverte à chaque fois de situations, alors certes plus ou moins dramatiques, c'est évident. Certes, ça peut être stressant, mais c'est surtout, ça apporte énormément de satisfaction, puisque c'est quand même le résultat de toute notre organisation, de tous nos entraînements, de toutes les connaissances qu'on acquiert, c'est de pouvoir les mettre en application, et on les met en application en répondant justement à des sollicitations opérationnelles. Donc il y a un côté assez extraordinaire. Ça, je le comprends bien. Moi, c'est plutôt du point de vue des personnes qui t'entourent, en fait, finalement. C'est sûrement plus compliqué, mais peut-être faudrait-il leur poser directement la question. Mais c'est sûr que c'est plus compliqué. Combien de fois on avait des choses prévues sur le plan familial qui ont dû être reportées parce que je partais, alors que pourtant j'étais pas forcément de permanence ou de garde, mais il fallait que je réponde à une sollicitation. Combien de fois, je suis certain, mes enfants auraient aimé qu'on fasse des choses ensemble, et puis eh bien il y avait un téléphone qui sonnait et je devais répondre et je devais partir. Donc c'est sûr que après, avec du recul, on se pose des questions en disant, mais est-ce qu'on n'a pas trop privilégié le volet professionnel, comme je l'ai dit tout à l'heure, aux dépens de l'aspect personnel et familial? Oui, on peut avoir quelques regrets, je sais pas, quelques remords peut-être, tout à fait. Et il m'est arrivé un jour de poser la question à un psychologue en disant, mais j'ai le sentiment d'avoir peu profité des premières années quand mes enfants étaient très, très jeunes. Et ce que m'a dit cette personne-là m'a paru extrêmement importante. Elle m'a dit, vous savez, ce qui est important dans une vie familiale, ce n'est pas forcément le temps que vous passez avec vos enfants, mais c'est plutôt l'intensité du moment que vous vivez avec eux. Et je pense que ce psychologue avait parfaitement raison. Ça m'a permis de relativiser un peu. Alors, ça ne compense pas les manques, évidemment, mais c'est effectivement cette intensité. Et du jour où j'ai pris conscience de cela, j'ai essayé de vivre de manière plus intense les moments que je passais avec les enfants. Bon, il s'était déjà passé beaucoup d'années, donc je ne sais pas si j'ai rattrapé mon retard, j'en suis pas certain. Mais je pense que cette approche, elle est essentielle. Mais c'est difficile. Je pense que durant mes 10-15 dernières années d'activité, il était beaucoup plus facile pour moi de faire la scission entre mes préoccupations professionnelles et mes préoccupations familiales. Quand j'étais chez moi, à la maison, je coupais, comme on dit familièrement, assez facilement, mentalement, intellectuellement, par rapport aux sollicitations professionnelles. En revanche, les 10-15 premières années, c'est pas vrai. Oui, donc c'est une question d'expérience, en fait. C'est que tu t'es musclé, finalement, pour être capable d'encaisser tout ça. Bien sûr, mais c'est au début de sa carrière, sur des postes très sollicitants, il est effectivement difficile, il faut l'accepter, mais c'est comme ça, de couper par rapport à ses préoccupations professionnelles, ça c'est clair. Ok, donc ce que j'entends, c'est qu'en fait, finalement, il y a, je sais pas s'il faut oser le terme sacrifice, mais en tout cas, il y a un chemin, il y a une étape. L'acceptation. Une acceptation au départ. Une véritable acceptation. Ouais. Mais je pense que c'est vrai pour toute personne, quelle que soit sa fonction, qui a un métier ou une activité extrêmement prenante. Ça va être vrai pour quelqu'un qui a une activité commerciale, ou quelqu'un qui a une entreprise, quelqu'un qui... Oui, un agriculteur, enfin, il y a énormément de métiers, effectivement. Oui, où c'est ça, bien sûr, évidemment. Bon, en tout cas, merci d'avoir accepté de témoigner sur ce sujet-là qui est jamais, on va dire, un sujet simple. D'autant plus que, comme tu le dis, donc toi, tu témoignes, mais il y a d'autres personnes qui sont concernées, et donc voilà, merci pour ça. Bravo, vous venez d'écouter la première partie de mon échange avec Michel Télanger. La suite, disponible dès vendredi, sera un nouveau condensé d'apprentissage sur un parcours de sapeur-pompier professionnel qui a notamment exercé en tant que directeur départemental adjoint du service départemental d'incendie et de secours des Pays de la Loire. Nous y parlerons de la nécessaire prise de distance psychologique par rapport aux situations opérationnelles rencontrées, du principe de neutralité dans l'aide apportée dans des interventions sous tension, ou encore du devoir de transmission qui l'anime encore aujourd'hui pour renvoyer l'ascenseur. Si cet épisode vous a plu, la meilleure façon de soutenir les grandes épopées, c'est de le partager à une ou plusieurs personnes de votre entourage à qui il pourrait être utile. Et pour ne manquer aucun épisode,
abonnez-vous dès maintenant sur votre plateforme de podcast préférée. Et enfin, si vous pensez à une personne de votre entourage qu'il faut absolument que j'accueille à ce micro, écrivez-moi sur LinkedIn ou par email sur jafar@lesgrandsépopées.fr. À vendredi!